Bienvenue dans cette nouvelle rencontre Santé Sud-Ouest TV7 avec le CHU de Bordeaux dédiée au cancer du poumon, première cause de décès par cancer. Comme dans notre premier échange, nous allons continuer de nous intéresser bien sûr aux traitements innovants, mais aussi au diagnostic et à la prise en charge des patients qui ne cessent de se réinventer. Pour nous en parler, 3 spécialistes du CHU. Bonjour docteur Charline Caumont, vous êtes médecin biologiste au service biologie des tumeurs. Docteur Rémi Veillon, vous êtes oncologue médical au service des maladies respiratoires. Et Amandine Simaillot, vous êtes infirmière en pratique avancée au service oncologie thoracique, justement, infirmière en pratique avancée. Quel est votre métier ? Alors, ce sont des infirmières qui ont fait 2 ans d'études supplémentaires, donc grade master, pour avoir des compétences en plus. On travaille sur protocole d'organisation avec des médecins. Donc, dans une spécialité, là en l'occurrence l'oncologie hématologie. Donc, je suis actuellement dans le service d'oncologie thoracique où je travaille en collaboration avec tous les oncologues du service qui me confient le suivi de leurs patients. Donc, je fais en alternance le suivi des patients entre les oncologues et moi. D'accord, donc il y a un lien en fait qui se fait entre les médecins et le patient. Oui. D'accord. Nous avons différentes missions, oui. Du coup. Donc, j'ai une partie sur les suivis de tout ce qui est chimiothérapie, immunothérapie, donc tout ce qui est traitement par voie veineuse. Une autre partie qui est sur le suivi des thérapies orales, donc des patients qui viennent un petit peu moins souvent à l'hôpital et qui sont plus à même d'avoir peut-être des questions, et donc je fais le lien. Et donc là, vous appelez par exemple ces patients Je les appelle, je peux les voir également en consultation selon les besoins du patient, on fait en fonction en fait. Et voilà, après j'ai des missions un petit peu plus transversales, de recherche, de choses comme ça. De recherche ? Recherche infirmière sur... D'accord. Des études. D'accord, très bien. Je voulais qu'on parle de ce chiffre qui est tombé hier de l'OMS, hausse de 77% des cas de cancer d'ici 2050. Docteur Veillon, est-ce que vous avez une réaction, une explication à ce chiffre ? Effectivement, le chiffre est un peu impressionnant. Après, je pense que ça va dépendre entre les pays industrialisés où globalement l'espérance de vie augmente et les progrès de technique dans plein de domaines médicaux permettent aux patients finalement de vivre plus longtemps, donc d'avoir aussi plus de maladies. Et puis après, tout un tas de techniques de diagnostic aussi qui vont nous aider à diagnostiquer plus de maladies, mais aussi pour permettre de mieux les traiter. C'est aussi que l'espérance de vie donc étant plus longue, on a aussi potentiellement plus de risques d'avoir de cancer. Sur les pays industrialisés, oui, je pense, oui. D'accord. Alors revenons au cancer du poumon en particulier. Y a-t-il des symptômes qui doivent alerter ? Alors malheureusement c'est un petit peu compliqué, vous en parliez avec le docteur Tumrel, c'est que souvent le poumon ne fait pas mal et les symptômes qui font alerter sont souvent en lien avec la diffusion de la maladie en dehors du poumon, l'atteinte métastatique, donc c'est malheureusement une maladie assez insidieuse et donc difficile de s'alerter sur des symptômes respiratoires. Pour poser le diagnostic, on passe par quelles étapes ? Alors, il y en a plusieurs étapes qui peuvent être différentes. Chaque parcours de patient est différent. Et dès l'étape diagnostique, on pense également tout de suite au traitement. Les examens sont vraiment liés. Et comme les types de maladies vont être différents en fonction du terrain du patient, des patients qui n'ont jamais fumé, des patients qui ont beaucoup fumé, qui ont déjà d'autres comorbidités, les gestes pour avoir des prélèvements vont vraiment s'adapter aux patients. Donc on a soit des prélèvements tissulaires avec nos collègues pneumologues qui vont faire des endoscopies, les radiologues qui peuvent faire des prélèvements sous contrôle du scanner, les chirurgiens. Mais on a également, et le docteur Caumont pourra en parler, moyen de détecter sur prise de sang certaines anomalies sur l'ADN tumoral, si de l'ADN tumoral circule et qui nous permet d'identifier la maladie aussi. Donc on a un panel très large de tests. Alors justement, docteur Caumont, la prise de sang, on peut repérer... un cancer du poumon Alors la prise de sang, ce qu'on appelle donc la biopsie liquide, ça ne sert pas au diagnostic ni au dépistage. Ça sert en fait à pouvoir rechercher des anomalies moléculaires qui sont en fait présentes dans la tumeur du patient, dans les cellules tumorales. Ce qu'il faut savoir en fait quand un patient a une tumeur, c'est qu'il y a ces cellules tumorales, elles vont relarguer des petits fragments d'ADN
ces fragments d'ADN tumoraux, ils vont passer dans la circulation sanguine. Et c'est ces fragments qu'on va essayer d'aller détecter. Ils sont à la fois le reflet de la tumeur primitive, mais également des différents sites métastatiques. C'est-à-dire que des fois, ce que disait le docteur Veillon, c'est qu'on peut avoir la tumeur qui se développe aussi au niveau du cerveau, au niveau de d'autres organes et de d'autres tissus. Et à partir de cette biopsie liquide, on va pouvoir avoir à la fois la carte d'identité, entre guillemets, des cellules de la tumeur, mais également des différents sites métastatiques. Et à partir de cette biopsie liquide, donc, on va faire des analyses qui vont nous permettre de rechercher des marqueurs moléculaires qui peuvent permettre aux patients de bénéficier, si on trouve des anomalies, à une thérapie ciblée. Biopsie liquide, c'est la prise de sang? Oui. Oui, d'accord. Est-ce qu'il serait malin de faire des prises de sang un peu régulièrement pour justement observer tout de suite s'il y a une anomalie? Alors pour l'instant, on ne fait pas de ce qu'on peut appeler un monitoring, c'est-à-dire un suivi de cet ADN tumoral chez les patients. On s'en sert pour essayer d'identifier un marqueur pour permettre aux patients de bénéficier ou pas d'une thérapie ciblée. D'accord. Donc là, on est vraiment sur ce diagnostic qui précède tout juste la décision de traitement. Voilà. On est toujours dans le cancer du poumon. Ça sert vraiment pour optimiser le traitement et également, on peut faire le suivi thérapeutique, mais c'est un suivi qui va servir à rechercher plus des anomalies moléculaires de résistance au traitement qui a été initié chez le patient. D'accord, mais donc on ne peut pas s'en servir comme un dépistage, en fait Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, revenons-en à ce diagnostic qui est posé. Est-ce on peut passer des radios? Est-ce utile de passer une radio? On en parle des radios des poumons Les radios des poumons ne sont pas assez fines comme examen, donc on peut suivre certaines choses, mais sur le diagnostic du cancer et le suivi du cancer, le scanner reste l'examen de référence. Sachant que, mais la radio des poumons, c'est quand même ce qui est prescrit assez systématiquement, non ? Oui, dans un contexte de symptômes respiratoires, parce qu'il y a aussi tout un tas d'autres maladies qui donnent des symptômes respiratoires et qui peuvent être diagnostiquées sur d'abord une radio. Mais sur la partie de cancer du poumon, la radio est insuffisante et on aura très vite besoin d'un scanner. D'accord. 80% des cancers du poumon sont liés au tabagisme. Qu'en est-il des 20 autres pourcents? D'où viennent-ils ? Alors, on n'a pas forcément d'explication. Une partie est peut-être liée à la pollution, à l'environnement atmosphérique. Et après, tout le travail qui est mené actuellement, c'est plus d'essayer de comprendre comment. On comprend comment un poumon agressé par du tabac tout au long de sa vie va être agressé, se réparer, agresser, se réparer, et au bout d'un moment, mal se réparer et aboutir à quelque chose de cancéreux. Aujourd'hui, chez des patients qui n'ont pas fumé, qui n'ont pas eu cette agression chronique, on arrive à identifier quel mécanisme s'est déréglé pour qu'une cellule pulmonaire normale devienne cancéreuse. Et c'est tout un pan des innovations actuelles menées avec le docteur Comon pour identifier cette anomalie, ce qui s'est déréglé. Et donc, en fait, on n'arrive pas à répondre aux patients pourquoi, mais on arrive à savoir comment. La question n'est pas tout à fait la même. Alors, je voudrais qu'on revienne rapidement sur les cas de cancer liés au tabagisme. Est-ce que si on a été fumeur, je ne sais pas, est-ce qu'on peut donner une idée si on a fumé 1 an ou si on a fumé 20 ans ou si on a fumé 40 ans, est-ce qu'il serait quand même pertinent d'aller faire un scanner 1 fois par an ? Alors oui, la pertinence commence à être discutée, notamment sur les programmes de dépistage. L'idée, c'est d'essayer d'identifier les populations qui ont, entre guillemets, suffisamment fumé pour qu'on puisse, en faisant des scanners de manière systématique, découvrir des maladies assez précocement pour pouvoir les traiter. Et on parle de patients qui ont globalement quand même beaucoup fumé, de l'ordre de 1 paquet par jour pendant 20 à 30 ans. On est sur cet ordre d'idées-là. Voilà. Est-ce qu'ils sont ciblés, en fait, ces fumeurs-là? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des messages qui les encouragent, les engagent à aller passer un scanner? C'est un peu le problème aujourd'hui sur des dépistages de masse, entre guillemets, de population. Quand on parle de cancer du sein, on peut identifier juste sur des notions d'état civil des femmes de tel âge à tel âge. Sur le cancer du poumon, pour que ce dépistage soit efficace, c'est-à-dire trouve vraiment un nombre suffisamment de maladies pour qu'on puisse les prendre en charge précocement et les guérir,
il faut cette notion de tabagisme, et ça, c'est difficile à trouver. Donc aujourd'hui, on reste sur du dépistage qui serait plutôt individuel, avec son médecin traitant, avec quelqu'un qui identifie le fait qu'il y a eu du tabagisme, même passé, et pour lesquels, à ce moment-là, le fait de demander un scanner thoracique peut être pertinent. Docteur Coumont, on va revenir sur la biologie des tumeurs, puisque c'est votre spécialité. Comment procédez-vous? Expliquez-nous. En fait, donc, le service de biologie des tumeurs du CHU de Bordeaux fait partie de ce qu'on appelle les plateformes de génétique moléculaire des cancers. Donc, pour le CHU, celle d'Aquitaine. Et ces plateformes, elles ont été labellisées par l'Institut national du cancer en 2009. Sur le territoire français, il y a actuellement 28 plateformes qui sont réparties soit dans des centres hospitalo-universitaires, soit dans des centres anticancéreux. Et en fait, les missions de ces plateformes, c'est de réaliser en fait des analyses moléculaires qui vont essayer de détecter donc des anomalies qui sont présentes dans la tumeur, mais de façon acquise, qui ne sont pas héréditaires. Et en fait, ces analyses que l'on réalise, ça va permettre de faire un peu un diagnostic moléculaire de la tumeur. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu comme un portrait robot de la tumeur. On va essayer de voir quelles anomalies sont présentes dans la tumeur pour essayer, en fait, après, derrière, d'orienter à la fois, ça peut être le diagnostic, ça peut être le pronostic, la classification, mais également le traitement et le suivi des traitements des patients qui sont atteints de cancer. Et ça aussi bien dans le cancer du poumon que dans d'autres types de cancers, comme les cancers du côlon, les cancers de la peau, les tumeurs cérébrales. Enfin, il y a plein d'autres tumeurs solides dans lesquelles on fait ces analyses. Ces analyses, elles nécessitent des techniques qui sont de complexité assez variable. J'imagine. Et après, du fait aussi de l'augmentation du nombre de biomarqueurs que l'on a à rechercher, on va développer des analyses qui sont donc de plus en plus exhaustives, de plus en plus complexes, et qui vont permettre de rechercher le maximum de biomarqueurs possibles pour lesquels il existe notamment des thérapies ciblées pour essayer d'orienter au mieux la prise en charge thérapeutique des patients. Ouais, c'est ça, c'est que là, véritablement, vos conclusions permettent 80-90% du traitement qui sera déclenché ensuite. Oui. Vous parliez d'une plateforme, vous occupez des patients du CHU de Bordeaux, mais pas seulement, c'est ça, hein? C'est ça, oui. On prend en charge donc, les prélèvements des patients du CHU de Bordeaux, c'est-à-dire que d'abord, il y a un diagnostic qui est fait par les pathologistes, c'est-à-dire c'est un diagnostic qui est fait sur la morphologie en fait, des prélèvements tissulaires, des biopsies qui sont réalisées. Et ça permet donc de poser le diagnostic et de classer le cancer. Et nous, on intervient ensuite dans un second temps pour réaliser donc les analyses plutôt moléculaires à partir donc de l'ADN qu'on va extraire de ces cellules tumorales présentes dans le prélèvement. Et on fait ces analyses aussi bien pour les patients du CHU et également pour tous les patients qui nous sont adressés dans le cadre soit du groupement hospitalier territoire, soit également donc tout ce qui va être les hôpitaux, centres hospitaliers d'Aquitaine ou également des cliniques et également les DOM-TOM. Oui, c'est ça, vous allez loin. On va s'intéresser, justement, j'imagine que ce travail d'analyse vous permet de vous intéresser à ces cancers plus rares. Est-ce qu'il y a des profils de patients qui sont plus sujets que d'autres à avoir des cancers rares? Alors, en fait, c'est dans les cancers du poumon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, déjà, il y a 10 ans de ça, on recherchait que 3 biomarqueurs, dont le marqueur, le GFR, pour lesquels il y avait une thérapie ciblée. Ça vous fait sourire, et 10 ans, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et alors actuellement, il y a plusieurs dizaines de biomarqueurs pour lesquels il y a des thérapies ciblées et pour lesquels il faut faire des analyses. Et en fait, ces analyses, soit on prend le parti de rechercher par une technique qui va être dite ciblée juste l'anomalie qui va être la plus fréquente, ou alors on sait que dans le cancer du poumon, il n'y a pas qu'une anomalie, il y a plusieurs anomalies possibles, et certaines de ces anomalies sont considérées comme des événements rares. Elles vont concerner que 1 à 2% des patients qui en sont atteints du cancer du poumon. Donc on va essayer de mettre en place des analyses qui sont donc le plus exhaustives possible pour essayer de rechercher des anomalies, de rechercher donc tous ces biomarqueurs pour tous les patients qui pourraient bénéficier d'une thérapie ciblée, que ce soit des cancers dits rares, parce qu'il va y avoir que 1% des patients qui ont cette anomalie, que des patients qui ont des anomalies un peu moins rares, 10 à 15%. Est-ce qu'il y a des partages de données, justement, parce que c'est 1% en France? C'est de 1% au niveau
de l'ensemble pas forcément, c'est des patients qui ont un cancer du poumon. Oui, non, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des partages d'informations et de données sur ces analyses avec d'autres pays ? Alors ça, c'est plutôt dans le cadre des essais cliniques où justement, il y a des partages de données pour des patients qui vont être inclus avec ces différentes anomalies. Quel traitement contre ces cancers, Dr Veillon ? Comment est-ce que vous y attaquez à ces cancers peut-être on va s'intéresser à ces cancers plus rares. Alors effectivement, il y a 2 grands cadres. Alors il y a les traitements à base de chimiothérapie qui sont assez larges et qui peuvent traiter tout type de cancer. Ensuite, depuis quelques années, on parle beaucoup d'immunothérapie. Et là, on est plutôt sur le versant de patients, c'est les cancers les plus fréquents, de patients fumeurs. Et puis effectivement, on est en train de découvrir tout un tas de maladies rares et pour lesquelles on a des thérapies qu'on appelle ciblées, c'est-à-dire qu'on identifie le mécanisme qui est à l'origine de la tumorogénèse, qui fait que les cellules normales sont devenues cancéreuses. Et on peut appuyer dessus, comme des interrupteurs qui sont restés bloqués en position on. On a un comprimé qui arrive à repasser cet élément en position off. C'est étonnant comme image. Mais d'accord, mais c'est très clair. Mais sur le récepteur de l'EGF, le GFR, c'est comme un interrupteur à la surface des cellules normales. Et puis, pour une raison qu'on ignore, il va se dérégler, rester bloqué en position on. La cellule reçoit le message qu'elle doit se développer. Elle devient cancéreuse comme ça. Et elle est ce qu'on appelle addicte. On parle d'addiction oncogénique. Et donc, si on arrive à identifier ça, donc il y a le GFR, mais maintenant on a une grosse dizaine d'anomalies que l'on sait cibler avec des comprimés, avec des traitements ciblés. Et en fait, on vient remettre cet interrupteur en position off. Et donc on est sur un cadre où effectivement par contre on n'arrivera jamais à se débarrasser de la maladie, mais par contre on arrivera à très bien la contrôler. Amandine Simaillot, j'imagine que pour les patients qui viennent, c'est pas toujours simple de comprendre un diagnostic, de comprendre le traitement, comment ils vont devoir le suivre. Est-ce que dans vos missions, il y a ça aussi, il y a cette part de communication avec le patient, d'explication ? Bien sûr, oui. On reprend en effet tout le diagnostic, la pathologie, quel type de pathologie, quels vont être le traitement mis en place, que ce soit par chimiothérapie, par immunothérapie, comment ça se déroule, quelles sont les actions de ces traitements, ou alors que ce soit aussi par thérapie orale, donc en comprimé. On revoit aussi tout ce qui est effet indésirable et toxicité en lien avec ces différents traitements. Et j'assure les suivis des patients donc en alternance avec les oncologues, que ce soit en hôpital de jour pour les patients qui sont par traitement par voie veineuse ou pour les patients qui sont en traitement oral. Vous avez une place, un rôle du coup un peu particulier, c'est-à-dire que peut-être que les patients s'adressent à vous de façon un peu différente, avec le médecin, l'oncologue qui les suit. Alors, sur l'hôpital de jour, c'est des patients que je suis amenée à voir parfois toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ou toutes les 3 semaines selon les protocoles. Et donc, c'est des gens que je vois assez régulièrement, en effet. Sur les thérapies orales, c'est des patients que j'ai plus souvent au téléphone, par mail ou en consultation directe, en présentiel, mais plus rarement. Vous arrivez en fait dans ce parcours de soins, dès que le diagnostic a été posé, le traitement est posé. Je prends en charge en effet tous les patients avec tout type de cancer, tout stade et tout traitement. D'accord. Est-ce que vous accompagnez aussi, il y a ce volet émotionnel, dont on imagine qu'il est évidemment très présent. Quelles sont les ressources pour les patients qui vivent ce traitement difficilement ? Alors, on travaille beaucoup avec une psychologue qui est au sein du service. Après, on peut proposer aussi aux patients de s'orienter vers des associations à l'extérieur qui existent aussi, comme la Ligue contre le cancer, ou des associations plus précises. Voilà. D'accord. Mais on sait que c'est important. C'est-à-dire que ça a Ah oui, c'est très important qu'ils soient soutenus. Et c'est très important aussi la présence des aidants autour des patients malades, oui. Oui. Et du coup, vous devez aussi aujourd'hui un peu aider les aidants. Aussi. Oui, qui sont parfois un peu fatigués, on le sait.
Il ne faut pas qu'ils soient fatigués. Oui, voilà. Sinon, ils ne deviennent plus aidants. Est-ce que vous avez aussi, j'imagine, des patients qui cherchent des solutions par eux-mêmes, mais donc qui vont venir vous parler de thérapie alternative, pour les dire ainsi? J'imagine que... Tout ce qui est... Pas médical. Enfin, pas médical, ouais, voilà. Oui, ils peuvent, oui. D'accord. Et je les encourage aussi. C'est ça, vous les encouragez, c'est important justement de savoir où ils en sont. Oui, tout à fait, oui. C'est important pour pas qu'ils arrêtent aussi peut-être leur traitement, qu'ils se mettent en danger, parce que ça peut aussi être... Alors, sous thérapie orale, attention, parce qu'il peut y avoir quelques interactions, donc ça, il faut que les patients soient quand même assez vigilants là-dessus, au niveau alimentaire notamment, ou phytothérapie, tout ça. Donc, normalement, ils sont bien au clair là-dessus, et il ne faut pas qu'ils utilisent certaines plantes ou certains aliments en parallèle. Donc, ça, on reste vigilant pour qu'ils y soient... oui, qu'ils soient prudents. Qu'ils soient prudents, en effet. Après, sur les traitements par chimiothérapie ou immunothérapie, il n'y a pas de contre-indication spécifique. Donc, d'accord. Que ce soit l'aromathérapie, la phytothérapie, que ce soit... Oui. Voilà. Le tout, c'est que vous le sachiez, en fait. C'est ce qui est important. Et vous aussi, j'imagine, en tant que médecin, de suivre... Vous avez un autre regard ? Oui, enfin, déjà, il y a des fois le côté un peu subversif, le fait que ça ne vienne pas de nous. Les patients reprennent un peu la main sur leur maladie en ayant l'impression d'être plus actifs. Donc cette démarche, elle est à encourager. Voilà. Après, il faut qu'on soit au courant parce qu'effectivement, il peut y avoir soit des interactions médicamenteuses, soit un coût du traitement qui peut être prohibitif. Et ce n'est pas forcément toujours des choses qui sont faciles à gérer. Donc effectivement, on préfère être au courant. Évidemment, sur des traitements aussi compliqués que ceux que nous, on gère sur le service. Docteur Comont, dans votre titre, votre fonction, il y a tumorotech. On imagine un petit peu ce que c'est. Vous répertoriez des tumeurs, en fait ? Oui, la tumorotech, c'est en fait un centre de conservation des échantillons. Donc, dans le cadre du sanitaire, on garde tous les prélèvements des patients sont conservés. Et certes, la plupart des échantillons, on les conserve, c'est des prélèvements qui sont fixés dans du formol et inclus dans la paraffine. Et on a également des indications à congeler certaines tumeurs. Ce sont des tumeurs plutôt rares, les tumeurs pédiatriques, les tumeurs cérébrales. Donc on a des banques comme ça d'échantillons de tumeurs. Le cancer du poumon, alors on a parlé de différentes innovations, de traitements qui se réinventent, reste malgré tout un cancer dit de mauvais pronostic. Alors effectivement, l'idée c'est qu'on est en train de personnaliser de plus en plus la prise en charge avec des maladies qu'on peut considérer comme étant des maladies rares au sein de ces cancers du poumon. Donc les pronostics peuvent être extrêmement variés. Après, il y a une notion de stade de la maladie en termes de développement et où effectivement vous en avez parlé sur la première session, des maladies qui peuvent être localisées, traitées en chirurgie ou en radiothérapie, l'objectif reste clairement la guérison. Aujourd'hui, sur une maladie qui est métastatique, l'objectif n'est pas la guérison mais plutôt le vivre avec la maladie, c'est quelque chose qu'on arrive à obtenir. Après, dans le grand cadre des immunothérapies, on arrive à un moment donné à arrêter le traitement et à avoir une maladie qui est complètement éteinte et espérer que le patient puisse vivre sans la maladie. Et c'est vraiment l'objectif. Maladie éteinte, c'est-à-dire qu'elle ne se développe plus. Elle ne se développe plus. Et des fois, elle est stagnante, même plus... il y a toujours la tumeur. Eh bien, des fois, on ne sait pas parce qu'on ne la voit plus sur le scanner. D'accord. Et ça a été un de nos grands changements de façon de travailler, même avec nos patients, parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir si ça reviendra ou pas. Donc l'immunothérapie est vraiment destinée à une grande majorité de nos patients, mais... Ça fait penser à la trithérapie, en fait. Non, mais c'est vrai, où finalement le virus devient invisible. Mais Pardon coup, de faire des comparaisons médicalement insensées, mais... Ouais, donc c'est vrai que sur cette immunothérapie, on peut espérer un moment arrêter le traitement et essayer de faire en sorte que le patient vive sans sa maladie, et donc avec des rémissions prolongées. Quand on parle des thérapies ciblées, des comprimés dont on a parlé tout à l'heure, avec ces addictions oncogéniques, là on n'a encore jamais réussi à guérir les gens et à faire disparaître la maladie.
Et on est vraiment dans un objectif de vivre avec. Parce qu'effectivement, ils vont devoir continuer leur traitement tout le temps. Ça agit plus comme un couvercle sur la maladie qui marche très bien. Mais par contre, si on l'arrête, la maladie va revenir, c'est sûr. Donc il y a vraiment différents cadres en fonction du type de maladie, plus ou moins rare, où l'objectif, discuté avec toute l'équipe, va être est-ce qu'on va essayer de le faire vivre sans sa maladie, avec une période de traitement et après on s'arrête, ou est-ce qu'il va falloir vivre avec, mais vivre le mieux possible, vivre bien avec sa maladie. Et ça, c'est tout à fait l'objectif. C'est ça, et c'est là que vous prenez aussi, vous, le relais, dans cette partie où finalement le cancer devient une maladie chronique, mais où il faut malgré tout ne pas oublier que l'on est malade et donc rester vigilant. Avec l'idée de vivre avec, ça veut dire avec des patients de plus en plus jeunes qui ont une activité professionnelle, une vie de famille qu'il faut essayer de maintenir et où on revient sur des problématiques aussi des fois sociales, d'entourage, d'aide aux accompagnants. On a même mis en place dans le service une consultation chez nos patients jeunes avec leurs enfants pour qu'ils puissent venir dans le service, pour qu'on puisse les rencontrer, leur expliquer les traitements, parce qu'on a vraiment tout type de maladie et une population de plus en plus large et qui va vivre avec sa maladie. On vous l'entend, là c'est en effet la deuxième émission cet après-midi sur ce sujet. Le cancer devient une maladie presque comme une autre, même si on a tous en tête une histoire un peu chargée, mais finalement, quand vous, aujourd'hui, vous recevez vos patients, vous pouvez l'aborder de façon vraiment différente. Il y a ce virage qu'on est en train de vivre thérapeutique. Oui, nous on le voit sur l'ensemble de la population de nos patients, mais quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on n'a pas toujours le diagnostic complet, les éléments de biologie moléculaire dont on a besoin pour le choix du traitement, puis pour comprendre les mécanismes. Et de toute façon, quel que soit le stade, quel que soit le type de maladie, c'est de toute façon une mauvaise nouvelle, une nouvelle difficile avec laquelle il va falloir composer après. Et donc au départ, on ne peut pas être optimiste. Par contre, nous, on sait que par la suite, si les traitements se passent bien, on a effectivement toute une partie des patients qui arrivent à vivre avec leur maladie, même si pour d'autres, ça reste une maladie très grave. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à tous les spécialistes du CHU qui se sont mobilisés pour nous informer sur les avancées de la recherche, des traitements, de la prise en charge des patients atteints de cancer du poumon. À bientôt donc pour de nouvelles rencontres santé sur TV7 et sudouest.fr.